Et ben donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je regrette de ne pas pouvoir être physiquement avec vous, mais bon, ce n'était en pratique pas possible. Mais en tout cas, je suis ravi d'intervenir, même si c'est à distance, dans ce congrès. Je vois que ça participe pas mal. J'ai pu écouter l'orateur précédent et je regrette de ne pas pouvoir être là. Enfin voilà, donc je dois effectivement vous parler. Alors, je vais peut-être pas partager mon écran. Attendez, hop, voilà. Je partage. Tac. Voilà, donc j'ai un conflit d'intérêt pour cette présentation avec la société Abbott qui commercialise le dispositif MitraClip. Donc, quand on parle d'urgence, bien sûr, vous savez que toutes les urgences ne sont pas les mêmes et on peut classifier les degrés d'urgence, par exemple, ici, comme pour le stade Euroscore, en 4 types d'urgence. Donc, il y en a une, évidemment, qui n'est pas effectivement une urgence, c'est les procédures dites électives, donc qui sont effectuées en routine. Et donc, après, on a 3 degrés d'urgence, donc ce qu'il appelle urgent en anglais. Donc, il faut le faire avant la sortie d'hospitalisation du patient, l'emergency qui doit être fait le lendemain du jour où on prend la décision, et puis le salvage, le sauvetage, le patient est en train de mourir, c'est maintenant ou jamais. Alors, tout de suite, il faut relativiser l'urgence quand on parle de procédure mitrale, puisque pour effectuer, par exemple, une procédure MitraClip, qui est généralement les procédures, enfin, en tout cas, une procédure de réparation bord à bord, c'est généralement ces procédures-là qui vont être retenues. Bien, pour effectuer ce type de procédure, il y a un certain nombre de conditions qui sont requises. Premièrement, il faut avoir à disposition une salle hybride ou au moins une salle de cathé. Il faut 2 opérateurs, dont un cardiologue interventionnel. Il faut un anesthésiste, puisque c'est des procédures qui sont effectuées sous anesthésie générale, puisqu'il y a un guidage échographique transœsophagien en permanence. Et il faut avoir un échographiste, et pas n'importe quel échographiste, un échographiste structurel qui soit rompu au maniement, enfin au guidage de ce type de procédure. Et puis, bien sûr, il faut avoir à disposition le matériel, il y a un peu de matos à avoir en salle. Et puis, donc voilà, le décret au journal officiel impose un nombre minimum de procédures. Donc, tout de suite, on imagine bien que toutes ces conditions, pour les réunir, ça va être compliqué de faire ça comme ça, au pied levé. Et on peut imaginer de faire ça du jour au lendemain, mais en tout cas, à mettre dans l'heure, si le patient il est en train d'être massé ou quoi, tout de suite, on voit que ça va être compliqué. Surtout, il faut faire, avant de mettre le patient en salle, une évaluation échographique soigneuse et difficile. Donc, je vous l'ai dit, c'est une échographie avec une écho transœsophagienne. Il va falloir, bien sûr, caractériser la fuite mitrale. Est-ce que c'est une fuite mitrale primitive secondaire? Est-ce que la fuite mitrale est sévère? Et puis après, il va falloir répondre à un certain nombre de questions pour valider la faisabilité anatomique d'une procédure quelle qu'elle soit. Il va falloir mesurer la surface d'ouverture valvulaire, il va falloir mesurer l'importance de la coaptation, l'importance du tenting, il va falloir évaluer s'il y a des calcifications au niveau de la zone où on va aller implanter le système, on va aller voir s'il y a des fentes. Donc tout ça, ça prend du temps, c'est compliqué. Et puis, si on s'intéresse à d'autres dispositifs mitraux, on va faire un scanner. Alors là, c'est encore plus difficile parce que le scanner, il faut que ce soit un bon scanner avec une acquisition systolo-diastolique qui doit être synchronisé au rythme cardiaque. Donc évidemment, si le patient est trop tachycarde, ça va être compliqué. Et puis après, il y a une analyse du scanner qui est extrêmement compliquée, qui est vraiment à faire. Il faut en faire régulièrement pour être fiable dans ces mesures. Et tout ça, ça prend un peu de temps. Bref, tout ça pour vous dire que le topo, quand on s'intéresse à l'urgence, c'est évidemment des procédures qui sont soit urgentes, donc à faire avant que le patient quitte l'hôpital, soit emergency, donc à faire du jour au lendemain. Mais en tous les cas, ça ne peut pas être une intervention de sauvetage. C'est un patient qui est moribond. Alors, le mécanisme, vous savez qu'il y a 2 types d'insuffisance mitrale. Pardon pour ceux pour qui c'est évident, mais je vais juste me permettre de rappeler qu'une insuffisance mitrale secondaire, c'est une situation dans laquelle la valve en elle-même n'est pas pathologique, c'est l'environnement qui l'est. Donc, généralement, soit parce qu'il y a une dilatation du ventricule gauche qui va entraîner une dilatation de l'anneau, soit parce qu'il y a un trouble de la cinétique segmentaire qui va entraîner une restriction des feuillets. D'accord. Donc, ce sont des fuites qui sont dépendantes
des conditions de charge, de l'hémodynamique du patient ou de la ventilation. Il n'est pas rare de voir un patient qui arrive à l'hôpital avec une fuite en OAP, avec une fuite mitrale secondaire massive. Vous lui mettez un peu d'urétique, vous lui mettez de la VNI et la fuite va totalement régresser. Pareil pour la ventilation. Une ventilation invasive va souvent permettre de corriger assez franchement la fuite mitrale. Le seuil, enfin, l'évaluation de la quantification de ces fuites mitrales secondaires est extrêmement difficile. Et si vous avez suivi les dernières recommandations, vous avez vu que le seuil à partir duquel on considère une fuite mitrale sévère secondaire est passé de 0,20 à 0,40 selon d'une recommandation ou l'autre. Bon, il y a tout à fait un justificatif anatomique, on comprend ça, mais ça illustre bien quand même que quantifier la sévérité de ces fuites mitrales est extrêmement sévère. Donc, voilà, ça peut être intéressant de faire une évaluation invasive et assez souvent, on va proposer un cathétérisme droit à ces patients. Vous voyez, par exemple, ici, on a une pression dans l'oreillette gauche, enfin, une pression capillaire qui est assez élevée, mais on a surtout une onde V mitrale qui est tout à fait majeure et qui illustre bien la sévérité de la fuite mitrale. Et puis, enfin, donc, ces mécanismes, ces insuffisances mitrales secondaires, elles sont finalement assez rarement à traiter en urgence parce qu'il y a vraiment une place pour le traitement médical. Les diurétiques, bien sûr, mais par exemple, récemment, quand on a vu arriver l'association du sacubitril-valsartan, bien, il y a eu cette étude, c'est une petite étude, l'étude PRIME, mais sur 120 patients, eh bien, on les randomise valsartan versus valsartan plus sacubitril-valsartan, ben, on voit une réduction significative de la sévérité de la fuite. Donc, il y a clairement une place pour le traitement médical, une place pour la resynchronisation, une place pour la revascularisation avant de proposer un traitement MitraClip en urgence. C'est rare, mais c'est pas tout à fait exceptionnel. Ça arrive. On a des patients qui font un gros infarctus, qui sont pas en choc, mais on voit bien que ça va être compliqué. On voit que ça va être difficile d'introduire le traitement d'insuffisance cardiaque. On voit que on va pouvoir difficilement les faire rentrer chez eux ou même aller en réadaptation. Voire les patients peuvent être en véritable choc cardiogénique s'il y a une fuite mitrale secondaire sévère, enfin, très sévère. Donc, il y a ce registre, par exemple, qui avait été publié il y a 1 an ou 2 dans Eurointervention. Donc, on nous dit sur 884 procédures MitraClip réalisées dans les centres participants, il y a 5% des procédures qui étaient réalisées en semi-urgence au décours d'un infarctus, avec, vous voyez, un délai médian entre le syndrome coronaire aigu inaugural et le traitement qui était de 18 jours. Donc, on voit un Euroscore 2 chez ces patients qui est de 15,1, donc des patients qui sont quand même franchement sévères. Vous voyez, il y en a 35%, 36% qui ont une assistance, soit une contrepulsion ou une ECMO. Et donc, on a un succès technique de 86%. Donc, voilà, sur la survie, sur le taux de mortalité, etc., c'est pas tout à fait nul, mais c'est un petit peu inférieur à ce qu'on pourrait s'attendre vu la complexité des patients. Ce n'est pas du tout randomisé, c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose qui est faisable, qui se fait de plus en plus et qui est envisageable dans le cas qui n'est pas si fréquent, mais où le patient a une fuite mitrale sévère secondaire. Un peu plus concerné par le traitement d'urgence, ce sont les fuites mitrales primitives. Donc là, c'est bien la valve mitrale en elle-même qui pose problème parce que, par exemple, il y a une rupture de cordage ou de pilier. Donc, le mécanisme, il peut être multiple, il peut être ischémique, il peut être dégénératif ou il peut être traumatique. Évidemment, il y a une étiologie classique d'insuffisance mitrale primitive qu'on a tout en tête, c'est l'endocardite. Non, clairement, je vous arrête tout de suite, l'endocardite, surtout quand elle est active, est une contre-indication au traitement percutané, quel qu'il soit. Donc là, ce sont des situations un petit peu plus fréquentes. Et pour discuter les différentes options thérapeutiques, je vous propose ce cas clinique, qui est un cas qu'on a eu il y a environ 2 ans dans le service. C'est celui d'une femme de 84 ans, qui est franchement super, en très, très bon état général. Elle n'a pas de problème. C'est quasiment la première fois qu'elle vient à l'hôpital. Et elle a été hospitalisée dans un centre avec lequel on travaille pour une dyspnée en rapport avec un œdème pulmonaire. Donc, voilà, vous avez vu, les slides ont passé. Bon, il y a une insuffisance mitrale qui est extrêmement sévère. Et puis, la dame, quelques heures après être arrivée dans le service, elle se dégrade, elle passe en véritable choc cardiogénique. Vous voyez que les lactates sont à 9. La fonction rénale qui était normale à l'admission passe à 209 pour la créatinine, réfractaire à la dobutamine, à tel point qu'on est obligé de l'endormir, de l'intuber et de lui mettre un ballon de contre-pulsion. Je rappelle que le ballon de contre-pulsion marche quand même très, très bien chez ces patients qui ont des fuites mitrales
des complications mécaniques d'un infarctus, et ça va nous permettre de gagner quelques heures. Et puis dans le cas présent, le fait d'intuber cette patiente, ça nous a permis de pouvoir faire l'échographie transœsophagienne, qui est encore une fois le préalable nécessaire à toute prise en charge. Donc quand vous voyez ici l'échographie transœsophagienne, vous voyez qu'il y a un capotage complet de tout le feuillet postérieur avec un cordage qu'on voit bien ici rompu. Les plus aguerris d'entre vous auront remarqué qu'il y avait des calcifications au niveau de l'anneau qui viennent faire saillie, qui ne sont pas des calcifications très sympathiques. Et puis, bien sûr, on a une fuite mitrale qui est extrêmement sévère. On voit ici le flux vert qui vient lécher le feuillet antérieur, signant ici le prolapsus postérieur. Et puis, on voit au passage qu'il y a une fuite aortique, pas tout à fait nulle, mais qui n'est pas au premier plan, qui n'est pas le problème. Donc, que faut-il faire chez cette dame qui n'est pas toute jeune quand même, qui fait un OAP massif, qui est intubé en rapport avec une fuite mitrale? Donc, on peut discuter un traitement palliatif. Il n'est pas, voilà, cette dame est âgée. On a le droit de la laisser, notamment si elle a exprimé des volontés en ce sens. On peut discuter une chirurgie. On peut discuter des stratégies hybrides, que ce soit de réparation ou de remplacement valvulaire peu invasif ou un traitement entièrement percutané et notamment la réparation bord à bord de la valve mitrale. En tous les cas, et ça c'est vraiment important, même si on est dans l'urgence, il faut avoir une discussion en hors team et cette discussion doit impliquer le cardiologue de soins intensifs, le médecin réanimateur, le chirurgien, l'anesthésiste, le cardiologue interventionnel. C'est vraiment important. Même un jour férié, il faut impliquer le plus possible de personnes, puisque vous voyez qu'il y a tout un tas de traitements qui se discutent et tout seul, on ne peut pas discuter tous ces traitements. Donc, c'est vraiment important d'avoir une discussion collégiale. Donc, en premier lieu, il faut discuter la chirurgie. Vous savez que la chirurgie, c'est bien ce qui est recommandé par les guidelines européens et américains. On a une possibilité de réparation de valves. Il faut le faire si on a un centre qui a suffisamment d'expérience et de façon préférentielle la réparation plus que le remplacement, mais on nous dit aussi que ça concerne les patients qui sont opérables et qui ne sont pas à haut risque. Et bien sûr, intuitivement, on s'en serait douté, mais c'est toujours utile de pouvoir calculer des scores, comme par exemple l'Euroscore 2 que je vous ai calculé pour cette patiente. Vous voyez qu'elle a un Euroscore 2 à 30%. Donc, sans surprise, cette patiente de 84 ans en choc cardiogénique, en insuffisance rénale avec une HTAP a été récusée pour une plastie mitrale en urgence. On peut discuter donc des traitements un petit peu intermédiaires. Par exemple, il y en a un qui est assez séduisant, qui est la mise en place de néocordage par voie transapicale. Donc, c'est quelque chose qui a émergé il y a quelques années, mais je ne vous cache pas qu'il y a eu différents problèmes techniques. Et aujourd'hui, c'est une technique qui n'est pas tellement, qui n'est plus réalisée en pratique courante. En tout cas, ce n'est pas réalisé dans notre centre et sauf erreur, je crois qu'il n'y a pas de centre en France actuellement qui réalise cette technique. Je crois qu'elle est un petit peu en stand-by, c'est dommage parce que conceptuellement, c'est très intéressant. Une autre stratégie, ça serait de dire la valve est trop pathologique, je décide de la remplacer. Donc, vous savez qu'il y a deux types de remplacements valvulaires mitraux qui sont possibles. Le premier, c'est d'utiliser le TAVI aortique qu'on va mettre en place en position mitrale. Sur des valves natives, on n'aime pas trop. Sur des anneaux, ça peut se faire, mais c'est pas terrible. Le mieux, c'est comme ici, par exemple, c'est à l'intérieur d'une valve dégénérée. Le patient a une bioprothèse qui vient dégénérer. On fait un cathétérisme transseptal et on vient implanter une valve type TAVI à l'intérieur de cette valve mitrale. Ça, c'est quelque chose qui est fait de façon régulière et qui peut être fait de façon en relative urgence et qui donne d'excellents résultats. Mais encore faut-il que le patient ait une bioprothèse en place. Et ce n'est pas le cas de notre patiente. Ça tombe bien, il existe des prothèses qui sont conçues pour les valves natives. Ici, par exemple, c'est un cas que j'avais montré pour illustrer la possibilité de faire sur des MAC, les calcifications annulaires mitrales. Vous voyez que ce patient, il a une MAC très importante, il a une fuite mitrale extrêmement sévère. Pardon, mes diapos passent pas très bien. Bon, on lui a mis une prothèse qui s'appelle la prothèse Tendyne. Ici, on a une reconstruction au scanner après. Et vous voyez qu'on a un résultat, bon, ça passe pas, mais c'est pas grave, qui est tout à fait satisfaisant. Et c'est vrai qu'on a des registres de séries qui commencent à être un petit peu conséquents. Ici, on est sur une centaine de patients, les 100 premiers patients qui ont été traités par cette valve Tendyne. Vous voyez qu'il y a un tether, en fait, qui est ici au niveau de l'apex du ventricule gauche, avec un espèce de néocordage qui va retenir cette valve ici qui est en position mitrale et vous voyez que les résultats sont très impressionnants en termes de réduction de fuite, mais
Ceci impose une analyse scanner extrêmement soigneuse, qui est difficile et au terme duquel, qui va conduire à récuser un grand nombre de patients, parce qu'il y a des risques d'obstruction de chambre de chasse, il y a des non-faisabilités anatomiques qui sont importantes. Bref, ce n'est clairement pas une stratégie d'urgence, donc ce n'est pas quelque chose que l'on peut proposer à la patiente. La seule option qu'on peut proposer à notre patiente, et pour ne rien vous cacher, c'est celle-là qu'on a proposée, c'est un dispositif de tir, donc c'est de réparation bord à bord, edge to edge, par voie percutanée. Donc, le principe de cette procédure, c'est de reproduire de façon percutanée la suture bord à bord des feuillets valvulaires de la valve mitrale, telle que proposée initialement de façon chirurgicale par Ottavio Alfieri. C'est un chirurgien de la valve mitrale qui en fait s'est dit bon bah moi des fois j'arrive pas à faire une bonne plastie, hop je fais une suture bord à bord, ça va bien marcher comme ça. Sauf que c'était cher payé quand même d'ouvrir le thorax des patients pour leur faire juste un point. Et bien maintenant les constructeurs, et notamment il y a le constructeur Abbott avec le dispositif MitraClip et Edwards avec le système Pascal, qui proposent des systèmes donc de suture bord à bord par voie percutanée. Et vous voyez ici sur ces deux planches anatomiques, on a un résultat l'un par voie percutanée et l'autre par voie chirurgicale. On a des résultats qui sont tout à fait comparables. Donc le concept, c'est sous anesthésie générale, puisqu'il faut une surveillance échographique transœsophagienne permanente, une ponction veineuse. On arrive dans l'oreillette droite, on fait un cathétérisme transseptal, on vient naviguer, on attrape les deux feuillets de la valve mitrale pour faire une suture bord à bord. Ici, par exemple, vous voyez que on a effectué notre cathétérisme transseptal, on a notre MitraClip qui est ouvert, ici le feuillet antérieur, ici le feuillet postérieur, antérieur, postérieur, latéral avec ici l'auricule gauche. Et ici, dans cette autre vue, eh bien, on voit le dispositif MitraClip, les bras sont ouverts, on est descendu en dessous des feuillets. Vous voyez ici le feuillet antérieur et ici le feuillet postérieur. Et si je navigue, voilà, on vient remonter. Vous allez voir descendre ce qu'on appelle les grippers, qui sont des petites griffes. Attention, ils vont descendre maintenant. Voilà, là, vous avez vu descendre les grippers et on vient après refermer les bras de façon à solidariser les berges, enfin les deux feuillets de la valve mitrale. Et une fois qu'on en est là, eh bien, on prend tout notre temps pour évaluer le résultat. Vous voyez ici, on a fait une reconstruction, enfin l'échographiste a fait une vue en écho 3D. Ici, on a une vue couleur auquel on est plus habitué. On voit ici qu'il reste des petites fuites. C'est rare qu'on ait une disparition complète de la fuite mitrale. C'est pas grave d'avoir une petite fuite mitrale résiduelle. Ce qui est grave, c'est d'avoir une grosse fuite mitrale résiduelle. Et donc, voilà, on peut à ce stade évaluer, prendre tout son temps pour faire une évaluation complète. Évaluation qui est difficile. On va regarder si on a pris suffisamment de feuillets, on va regarder comment est orienté le clip, on va regarder si on a induit une sténose, on va regarder quid donc de la fuite résiduelle, où est-elle, cette fuite résiduelle, est-elle importante, parce que à ce stade, on peut enlever le clip, on peut le repositionner, d'accord. Et c'est pas facile de faire cette évaluation, parce que certes, il y a la valve mitrale, mais comme on l'a dit tout à l'heure, la valve mitrale, elle a un environnement. Donc, il faut bien prendre en compte la pression artérielle du patient, la fréquence cardiaque, puisque le gradient en dépend, les pressions de remplissage, est-ce qu'il y a une PEP, etc. Et voilà. Parce que donc à ce stade, on peut tout à fait donc enlever le clip et le repositionner jusqu'à avoir un résultat qui est tout à fait optimal. Ce qu'il faut comprendre malheureusement, c'est que tous les patients ne sont pas éligibles à un tel traitement. Il faut avoir fait avant donc une évaluation échographique soignée qui va nous permettre de dire si oui ou non je peux aller implanter mon clip. Est-ce que la valve est suffisamment grande? Est-ce que les feuillets sont souples? Est-ce qu'il y a des calcifications ou pas? Ce qui est intéressant avec cette procédure, c'est que c'est une procédure qui est extrêmement safe en bon français. Et moi, j'aime bien montrer ce papier qui avait été publié dans le JACC en 2017, qui correspond en fait à l'expérience initiale des centres américains suite à la commercialisation et au remboursement du dispositif MitraClip. Donc, ça correspond à l'expérience toute initiale des centres. D'accord. Donc, on a quand même 3000 patients, donc c'est quand même assez conséquent. Et vous voyez que c'est des patients voilà, qui ont donc essentiellement des IM primitives, 82 ans, un tiers des patients ont une dysfonction VG, vous voyez qu'il y a des comorbidités. Et donc, sur ces près de 3000 procédures, vous voyez que la mortalité intra-hospitalière, elle est de 2,7%. On a 92% des patients qui vont rentrer chez eux
vivant, sans avoir eu besoin d'être opéré, avec une fuite mitrale maximum grade 2, avec une durée médiane de séjour de 2 jours. Encore une fois, c'est l'expérience initiale de centre sur une réparation de valve mitrale. Et vous voyez que le taux de complication, il est extrêmement faible. On a quelques saignements qui sont essentiellement liés au point de ponction, mais sinon, vous voyez que le taux de complications sévères, notamment d'AVC ou évidemment de décès, est extrêmement faible. Alors, quid de notre patiente? Eh bien, donc, on lui a fait cette procédure MitraClip, on lui a mis 2 clips. Et vous voyez, on a pour habitude d'enregistrer la pression dans l'oreillette gauche en début et en fin de procédure. Et je vous assure que c'est la même patiente. Vous voyez qu'il y avait une onde V en début de procédure tout à fait majeure qui a été complètement effacée en fin de procédure. Et vous voyez que l'évolution, elle a vraiment été spectaculaire puisque moins de 4 heures après la procédure, on a pu la sevrer de butamine et enlever la contrepulsion. On l'a extubée à J1 et cette dame est rentrée chez elle à J4 alors que vous voyez qu'elle était vraiment moribonde quand elle est arrivée et la fonction rénale s'est rapidement normalisée. On a un follow-up à 18 mois chez cette patiente. Vous voyez qu'il n'y a pas d'effet sténosant. Et vous voyez le résultat ici sur l'échographie transthoracique à 18 mois chez cette patiente qui est vraiment pas aussi symptomatique. Mais bon, elle a quand même 84 ans et elle était moribonde. Donc, ce que je vous montre, c'est pas le mouton à 5 pattes. Vous voyez ici, il y a ce papier qui a été publié l'année dernière aux États-Unis qui nous montre qu'il y a un nombre assez conséquent de MitraClip réalisés en urgence pour des chocs cardiogéniques et notamment 38 000 patients en choc cardiogénique en rapport avec une fuite mitrale. Il y en a un petit nombre, 600 de ces patients qui ont été traités par MitraClip. Et lorsqu'on se remet artificiellement dans les situations d'une étude randomisée par un propensity score, eh bien, on voit que le pronostic serait, attention, c'est pas randomisé, c'est très, très sujet à caution, ce type d'analyse, mais enfin, on imagine bien quand même que c'est assez intuitif. Mais en tout cas, cette analyse statistique le vérifie, que la probabilité de survie à 1 an est significativement meilleure chez les patients qui ont eu un MitraClip que chez les autres patients. Alors, vous voyez que le nombre de patients à traiter, il est de 11. On veut dire, finalement, si vraiment le problème, c'est l'IM, c'est étonnant parce que 11, c'est quand même beaucoup. On pourrait penser que c'est beaucoup moins. À mon avis, une partie de la réponse vient dans ce délai qui est quand même assez long entre l'admission pour choc cardiogénique et la mise en place d'un MitraClip. On a 6 jours. Et chez notre patiente, par exemple, on l'a traité dès le lendemain de l'admission. Donc, pour info, c'était quand même pour l'anecdote, c'était le 1er mai, le jour où on l'a traité, mais c'est tout, on l'a fait en urgence parce qu'on pensait que si on attendait 3 jours, cette dame, elle serait morte. Et effectivement, on a quand même 6 jours dans le registre, ce qui est à mon avis trop long. Et de fait, l'analyse en sous-groupe montre que les patients qui ne tirent pas vraiment de bénéfice de cette stratégie MitraClip, c'est les patients les plus graves, les patients qui ont eu besoin d'un support hémodynamique, les patients qui ont eu besoin d'une ventilation mécanique, d'une hémodialyse. Ces patients-là qui sont les patients les plus graves, qui ont, à mon avis, ont trop tardé, ont attendu. Ces patients ne tirent plus vraiment de bénéfice d'une stratégie MitraClip. Voilà, donc la conclusion de ce topo, c'est que certes, on peut faire des choses en urgence, mais dans tous les cas, l'urgence n'affranchit pas d'une évaluation soigneuse de la faisabilité et du bénéfice attendu d'une procédure de correction transcathétaire, quelle qu'elle soit, mais on l'a vu que dans les faits, c'est essentiellement la réparation bord à bord qui va être réalisable. Et clairement, ça n'affranchit pas d'une discussion collégiale. C'est vraiment important de discuter tous ensemble du projet, puisque et ça, c'est vraiment important de garder ça en tête, la faisabilité ne pose pas l'indication. Ce n'est pas parce que le patient a une fuite mitrale sévère mal tolérée et qu'il est contre-indiqué à la chirurgie qu'il faut faire une correction. Une endocardite, des patients qui ont trop de comorbidités ne sont pas des bonnes indications. C'est vraiment important de savoir reconnaître les indications futiles pour pas démoraliser les équipes, pour pas épuiser les équipes. Faire un MitraClip en urgence, ça impose quand même une certaine logistique. C'est pas si simple et donc il faut quand même. Ça sert à rien de traiter des patients qui malheureusement vont mourir quoi qu'on fasse pour eux. A contrario, si on pense que l'indication est bonne et qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire cette procédure, il faut la faire sans délai. Alors, sans délai, on s'entend. Je pense qu'on a quand même 12 heures et on n'est pas à faire ça la nuit. Mais il ne faut pas se dire, OK, c'est grave, mais on va attendre 4 jours. Parce que là, généralement, dans 4 jours, le patient n'est plus là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, sinon, je vous ai mis mon mail ici si vous voulez me poser les questions par mail, parce que c'est vrai que l'outil à distance, c'est pas toujours si simple. Merci Guillaume pour ce topo de qualité, pour parler du MitraClip qui est rentré dans la réflexion courante des cardiologues, mais aussi des chirurgiens.
et il faut savoir y penser. Merci Guillaume et puis à bientôt. Merci beaucoup. Salut, bon congrès.